Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro des mercredis de l'espoir du 24 mars 2021. Donc un numéro qui a failli ne pas avoir lieu parce que nous sommes très occupés à la préparation de la tournée, mais nous allons en reparler bien évidemment. Alors, ce soir au programme, eh bien, la suite de ce que nous avons commencé la semaine dernière sur le thème de la monnaie. Donc la deuxième et dernière partie, bon, voilà. Donc je reviendrai sur le pourquoi et sur comment est-ce qu'on arrive et les raisons de ce qui est présenté de ce sujet de la monnaie qui nous avait été demandé d'ailleurs par des gens sur la page et sur le groupe Facebook. Donc, comme la semaine dernière, comme on est sur le même thème, je reprends la même citation que la semaine dernière de Lao Tse, donc du Tao Te Ching numéro 53, qui montre qu'il y a plus de 2000 ans que ça a été écrit, 2600 ans. Quand de riches spéculateurs prospèrent, alors que les paysans perdent leurs terres. Quand le gouvernement dépense l'argent en armes plutôt qu'en remèdes. Quand la classe supérieure est extravagante et irresponsable. Alors que les pauvres n'ont nulle part où se tourner. Tout cela est vol et chaos. Ce n'est pas en accord avec le Tao. Ouais. Donc là, ça rentre en résonance évidemment avec le manifeste spirituel dont j'ai eu l'occasion de parler d'autres fois. Mais avant d'aller sur le manifeste spirituel, rappel, il y a un questionnaire, le questionnaire sur le plan d'urgence. Donc, vous êtes appelés à le renseigner, évidemment, à donner votre avis, à choisir en fait les mesures du plan d'urgence qui seront portées par le candidat à l'élection présidentielle en complément de la Constitution qui forme le cœur, évidemment, de l'offre politique d'une perspective de la 6ème République, mais c'est également accompagné d'un plan d'urgence pour répondre justement à court terme et mettre en œuvre les mesures les plus importantes à un moment pour notre pays. Donc là, sur le thème de la santé, voici les mesures qui sont proposées à ce stade. Sachant que vous pouvez rajouter d'autres mesures qui vous sembleraient intéressantes. Je dirais que les résultats que l'on a d'ores et déjà quand même sur les mesures que nous avons présélectionnées au sein de un PCCR montrent qu'en fait il y a une distribution assez, je ne veux pas dire égale parce qu'il y a des choses qui se détachent quand même, mais il n'y a pas de proposition qui recueille aucun suffrage, donc ça veut dire que le travail que nous avons fait en amont de préparer les mesures du plan d'urgence répondent effectivement à une attente et répondent bien justement, sont bien en adéquation avec ce que sont susceptibles d'attendre les citoyens français. Donc ça nous encourage. Ça nous encourage également, évidemment, pour rédiger la Constitution, dont des premiers éléments vont être rendus publics prochainement, sur lesquels nous travaillons également régulièrement. Et donc ça sera dans la même veine, évidemment, comme je le répète, la Constitution comme le plan d'urgence, la constitution de tout ça, la mise en œuvre, l'élaboration de tout ça, c'est maintenant. Eh bien, votre participation est bien évidemment attendue. Donc sur la santé, voici les propositions qui sont soumises à vos suffrages. Donc prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour tous, donc gratuité des soins. Revue drastique des fichiers carte vitale pour éliminer toutes les fraudes. Il y a des méthodes pour le faire. Remboursement des médecines alternatives et préventives. Investissement dans le nombre de soignants hospitaliers et dans le matériel médical. Et dernier
proposition de mesure, développer l'aide à la personne âgée pour le maintien à domicile et, en urgence, mener une campagne de revue des personnes âgées éligibles aux aides financières et ou aux services, et qui ne se seraient pas déclarées, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont droit à ces aides, qui ont droit à ces services, et qui n'en bénéficient pas. Donc c'est quand même dommage d'avoir des gens qui demeurent dans le besoin sans être satisfaits alors qu'ils y ont droit. Donc, il y en a d'autres qui, eux, ne se privent pas pour aller réclamer leurs droits, mais les gens qui ne réclament pas, bah voilà, ils se retrouvent pénalisés. Et c'est pour ça qu'il y a cette mesure, pour corriger cette anomalie. Alors, émergence, voilà, j'en parlais, hein, je l'évoquais tout à l'heure avec le Tao, eh bien, évidemment, la grande nouvelle, je dirais, c'est qu'en complément des deux premières émergences, donc l'épine dorsale, le premier manifeste émergence, puis émergence idéologique, eh bien, là sort le Tao spirituel, c'est-à-dire émergence spirituelle, donc qui se base sur le principe philosophique du Tao, donc de Lao Tzu, mais actualisé, et c'est pour ça que ça s'appelle Tao spirituel, c'est vraiment quelque chose qui est pour aujourd'hui, et dans ce manifeste, il est montré notamment que l'heure pour cette spiritualité est arrivée. C'est vraiment le moment historique de l'histoire de la France, mais aussi plus largement de l'humanité, où ce type de spiritualité est parfaitement adapté au contexte actuel. Donc voilà, donc il va être mis sur le site très prochainement, il n'y est pas encore, j'espère avoir le temps, hein, je suis pas mal occupé en ce moment, hein. On espère avoir le temps de pouvoir le faire là très prochainement, en tout cas avant la semaine prochaine. Mais l'édition pour commander, mais vous pouvez d'ores et déjà commander évidemment, puisque l'impression est lancée. Donc, évidemment, voilà, ce qui nous occupe beaucoup, la tournée en France, donc moi-même qui vais faire une tournée en France, et donc les premières rencontres en région Centre-Val de Loire, donc dès la semaine prochaine. Donc c'est ce qui explique qu'il n'y aura certainement pas d'émission la semaine prochaine, je vous préviens d'ores et déjà. Donc vous pourrez nous retrouver, donc là il y a toutes les dates sont disponibles, vous allez sur le site, hein, p6r.org, vous aurez toutes ces dates, sur le Facebook aussi. Voilà, vous pourrez nous reconnaître, on sera aux alentours du marché, hein, donc vous pourrez nous reconnaître avec le minibus, un P6R qui a un certain nombre de... Vous retrouverez le logo notamment, donc c'est avec les 3 coques, la bleu, blanc, rouge, donc vous pourrez retrouver ça avec les autocollants qui seront sur le minibus, et nous pourrons discuter, échanger de vive voix, en direct, et c'est quand même ça la vie, hein. Alors, si vous souhaitez solliciter une visite, là j'ai une demande notamment pour aller sur la région nantaise, eh bien, sollicitez, envoyez un mail à contact@p6r.org. Si vous êtes inscrit à un P6R, bah, évidemment, vous êtes invité à vous manifester. Voilà, mais tout le monde est invité à se manifester. Évidemment, on cherche un petit peu des points de chute, hein. Il y a des endroits où on n'a pas de points de chute. On cherche des points de chute pour pouvoir être hébergé si c'est possible. Alors, venons-en maintenant au thème principal d'aujourd'hui, la monnaie. Donc, à l'agenda, nous avions la semaine dernière cadrage, origine, caractéristiques et situation actuelle de la monnaie. Et nous allons regarder plus précisément aujourd'hui la loi valeur-travail. On va voir pourquoi on fait un focus très particulier et une émission quasiment entière rien que sur ce sujet. Et après, la puissance de la finance et comment la contourner. On va voir que c'est pour ça, en définitive, que l'on parle beaucoup de cette loi valeur-travail, parce que c'est justement le moyen principal de contourner la puissance financière. Voilà. Bon, je dévoile un petit peu la fin, hein. Mais bon, il ne faut pas que ça vous incite à quitter l'émission, évidemment, pour savoir pourquoi. Alors, avant toute chose, quelques rappels d'abord. Je rappelle la définition qui avait été donnée de la monnaie. La monnaie est un bien ou un actif dont les formes varient en fonction des structures économiques et sociales. Mais
qui est acceptée, donc ça c'est important, c'est l'acceptation dans un certain espace pour l'évaluation et le règlement des échanges, donc c'est pour les échanges, et pour la constitution de réserves. Voilà. Accepter, échange, réserve. La création de monnaie est effectuée par des institutions principalement dans le cadre d'opérations de crédit, est en relation d'interdépendance avec l'évolution de la production et des prix. Et nous allons voir justement cela précisément aujourd'hui. La régulation monétaire, dans ses composantes internes, donc politique monétaire, et externe, la politique de change, avec les autres pays, les autres monnaies, est au cœur de la politique économique, évidemment. C'est ce en quoi nous sommes dépossédés avec la Banque Centrale Européenne. C'est difficile d'avoir une politique économique si on se retrouve privé de cela et que cette politique monétaire et la politique de change soient déléguées à une instance non élue, donc non démocratique. Hein, clair. Alors, quelques rappels encore. La grosse question, c'est comment garantir la valeur. Hein, c'est ça le problème de la monnaie, parce que comment ne pas se faire avoir quand on vous donne un bout de papier qui s'appelle un billet de banque, par exemple, ou un chèque, ou je ne sais quoi, ou une écriture sur un ordinateur, hein, quand vous consultez votre compte en banque, comment ne pas se faire avoir? Comment ne pas se faire avoir, surtout dans l'échange, quand j'achète quelque chose, que ce soit le juste prix. Voilà, le juste prix. Eh bien, ça montre bien que ce juste prix entre cet argent que vous allez dépenser, cette monnaie que vous allez échanger contre un bien ou contre un service, eh bien, ce bien ou ce service a bien une valeur sociale sous-jacente qui est plus ou moins, qu'on espère, fortement corrélée justement avec la valeur reconnue pour la monnaie. Mais on voit bien qu'il y a une décorrélation justement entre cette valeur d'échange et cette valeur sociale sous-jacente. Hein. C'est ce qu'on a mis en évidence la semaine dernière. Et on se posait la question, mais quelle est la nature de cette valeur, de cette richesse? Qu'est-ce que c'est la nature de cette valeur, de cette richesse? Et c'est un problème qui a commencé à se poser, que se sont posés les premiers économistes autour du XVe siècle, notamment, parce que il y avait une distinction justement entre le prix courant, donc le prix qu'on constatait sur le marché d'une marchandise, et le juste prix. Donc on a bien, donc le juste prix c'est la valeur sociale sous-jacente, et puis le prix courant, c'est le prix en argent, en monnaie, que vous allez, soit fiduciaire, soit scriptural, que vous allez échanger en échange de ce bien, justement. Donc voilà, on a bien une distinction, et c'est justement ce qu'ils essayaient de faire, ces premiers économistes, ils ont travaillé pour essayer ils voyaient bien qu'il y avait une différence entre les deux, hein, et de comprendre pourquoi. Parce que, et notamment, ils étaient poussés en cela sur les perturbations qui existaient sur les échanges. Avec l'afflux d'or, par exemple, à l'Espagne, avec la découverte de l'Amérique, il y a eu un afflux d'or important qui a fait d'ailleurs à la fois la richesse, mais aussi le malheur de l'Espagne, hein, cet afflux d'or. Donc, du coup, ça a perturbé les échanges. L'inflation, on a vu que c'était un phénomène permanent, et puis le crédit, et puis l'arrivée également de la monnaie scripturale. Donc, toutes ces perturbations, ces éléments nouveaux dans les échanges, nécessitaient de dire, oui, mais ça vaut combien ce bout de papier, cette lettre de change, etc. Hein, on a vu qu'il y avait notamment les phénomènes des trésors, etc. Je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière. Et donc, on en arrive à la loi de la valeur travail. La loi de la valeur travail, donc, on voit bien qu'on a un prix courant qui est variable et qui dépend de la loi de l'offre et de la demande. Hein. S'il y a plus d'acheteurs d'oranges sur le marché qu'il n'y a d'oranges, le vendeur d'oranges aura tendance à faire monter ses prix. A contrario, s'il a trop d'oranges et qu'il n'arrive pas à les vendre et qu'ils vont pourrir, il va plutôt faire baisser ses prix. Donc voilà, donc on voit bien que ce prix, il est variable, c'est le prix courant du bien sur un marché, qui obéit à la loi de l'offre et de la demande. Mais on voit bien que c'est différent de ce juste prix, hein, qui n'existe pas, qui lui quelque part est constant, est intrinsèque à l'objet, au produit, il est propre à ce produit. Mais du coup, comment l'évaluer?
Parce que là, on voit bien, hein, le prix courant, bah, c'est la somme d'argent qu'on veut mettre en face, hein, en supposant quelque part que cet argent vaut quelque chose aussi. Hein. Il a aussi quelque part ce billet de banque qui est marqué 100 dessus, ou 10, eh bien voilà, c'est jamais qu'un bout de papier. Hein. Donc il est supposé avoir une valeur, donc une contre-valeur qui est justement, correspond à ce juste prix également. Mais comment l'évaluer? Qu'est-ce qu'il représente ce juste prix? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça la vraie question. Et donc, il y a eu des prémices là-dessus. Donc, on va refaire un petit historique sur cette question de la loi de la valeur travail, donc qui a été élaborée par ce qu'on appelait les mercantilistes, hein, donc Pedro Fernandez Navarrete et le napolitain Carafa, qui ont fait un certain nombre de prémices justement sur une correspondance entre la valeur et le travail. Et donc, quelles sont les caractéristiques déjà? Le juste prix, si on reprend dans l'autre ordre, il est censé être constant quelque part. Donc il est lié au produit. Il est lié profondément au produit qui est au kilo d'orange que vous allez vendre. Par contre, le prix courant, on voit bien qu'il est variable. Et donc, c'est quand le produit se transforme en marchandise, il est mis sur le marché. Vous avez le produit, l'orange qui est chez l'agriculteur, c'est juste un produit. Il arrive sur le marché, ce produit devient une marchandise. Et donc, il est là pour être échangé. Hein. Et donc, il prend une valeur d'échange, c'est le prix courant, et lui, il est variable. Donc, il y a une première formulation de la loi de la valeur travail, justement, de l'équivalence entre la valeur intrinsèque, la valeur propre d'un produit, et le travail qu'il a fallu pour le produire. Ça a été une première formulation par William Petty et Pierre Bois-Guilbert, mais dans cette première formulation, c'était limité au travail agricole, parce qu'ils pensaient que tout se ramenait à du travail agricole, ce qui à l'époque avait un certain sens. Hein. C'est très marqué par l'époque à laquelle les gens, évidemment, ont élaboré leur théorie. Kenney également, lui en s'inspirant en plus, c'est assez intéressant, de la pensée économique de la Chine antique, qui avait déjà identifié cette relation entre valeur et travail. Et donc il y avait une pensée économique, hein, ce qui est quand même pas le cas dans bien des endroits, hein, malgré tout. Puis après, selon Locke, et Cantillon et James Stewart, il pose que tout travail produit de la valeur d'échange. Voilà, tout travail produit de la valeur d'échange. Alors, pas tout à fait vrai, parce qu'il y a du travail qui est produit et qui n'ira jamais sur l'échange. Alors, peut-être il y aura de façon indirecte, nous allons revenir là-dessus. Mais parfois, il pourra y avoir du travail qui ne produit absolument rien en échange et qui n'aura pas de valeur d'échange. Alors, vient Adam Smith, qui consolide en définitive tous ses travaux antérieurs. Alors j'ai mis les photos pour bien vous rendre compte de qui sont ces gens. Hein. Ce ne sont pas des... Adam Smith, c'est pas un révolutionnaire, hein, ou les gens dont on a parlé précédemment, c'est des théoriciens, c'est des gens qui sont des premiers économistes. Ce sont des gens, ce sont des bourgeois, hein, on va dire, hein, au sens traditionnel du terme. Ce ne sont pas des... Voilà, il a une perruque, etc. C'est des gens bien installés, bien établis. Hein. Ce ne sont pas des révolutionnaires, les gens qui ont élaboré cette loi de la valeur travail. C'est très important de le dire, hein, parce que nous allons voir pourquoi ultérieurement. Donc il consolide tous ses travaux antérieurs. Il élabore en fait tout un système économique cohérent, hein, voilà, donc après avoir consolidé, et il formule en fait, c'est lui le premier à véritablement formuler la loi valeur-travail en tant que telle, où il dit que le travail est donc la mesure réelle de la valeur échangeable de toute marchandise. Donc le travail qu'il a fallu pour produire et pour amener aussi sur le marché, etc. Tout le travail nécessaire en fait pour faire que ce produit devienne une marchandise et soit disponible sur un marché. Et du coup, il en déduit que des quantités égales de travail doivent être dans tous les temps et dans tous les lieux, dans tous les temps et dans tous les lieux, c'est fort, hein, d'une valeur égale pour le travailleur. Donc voilà, il y a équivalence en fait de la valeur travail, d'une heure de travail. C'est ce qu'il pour un travailleur donné.
C'est ce qu'il postule. Donc c'est très structurant, très fort ce qu'il dit là. Il dit également, le travail est la valeur initiale, le moyen originel de paiement de toute chose, au niveau historique. Ce n'était ni par l'or, ni par l'argent, mais par le travail que furent achetées toutes les richesses du monde. Et sa valeur, pour ceux qui la possèdent et qui veulent l'échanger, pour quelques nouveaux produits, est précisément égale à la quantité de travail leur permettant d'acheter ou de commander. Voilà, là, il formule vraiment de façon très complète, je dirais, quoi. Voilà. Mais il dit bien, c'est pas l'or ou l'argent. La vraie valeur fondamentale, c'est le travail incorporé dans le produit pour le fabriquer. Vient ensuite Ricardo, hein, vous voyez, je mets également un portrait, donc, qui lui affine encore et, je dirais, formule la loi de la valeur travail dans sa quintessence, je dirais. Hein. Voilà, parce que là, on voyait qu'on dit il peut commander, etc., hein, dans ce que disait Smith. Alors que là, il distingue bien, il dit la valeur d'un bien est égale non pas à la quantité de travail qu'il peut commander, mais à la quantité de travail direct et indirect nécessaire à sa fabrication. Donc, quantité de travail direct et indirect nécessaire à la fabrication. Donc, direct, bah, c'est j'ai fait une pomme, bah, il a fallu que je plante le pommier, il a fallu que je traite l'arbre, peut-être que j'amène des amendements, que je le taille, etc., que je cueille la pomme, que j'attende, que je soigne, etc., etc. Donc ça, c'est du travail direct. Et indirect aussi, puisque par exemple, le jardinier qui va produire cette pomme, eh bien, il faut aussi, indirectement, il a fallu qu'il soit élevé par ses parents. Peut-être sa femme lui fait à manger ou des choses comme ça, où il faut qu'il se loge. Donc il y a tout ce travail indirect qui permet d'entretenir, qui est périphérique à ce que le jardinier puisse travailler, qui est aussi incorporé dans ce travail, dans la quantité de travail nécessaire pour la pomme. Parce que le jardinier qui fait des pommes, mais il n'est pas tout seul au monde, quoi, hein. Il vit dans une société, et c'est plus simple par rapport à sa femme, enfin dans les sociétés traditionnelles, on va dire, on voit bien qu'il y a une part du travail de sa femme qui va être incorporée dans la valeur du produit, et de ses parents, etc. Donc, ça montre une chose très importante, c'est que la valeur réelle n'est pas liée à l'utilité, pas du tout liée à l'utilité, mais à la rareté, en définitive, la rareté de production. Parce que, évidemment, par exemple, si des marchandises sont naturellement limitées, on va penser à l'or, par exemple, eh bien, il faut énormément de travail pour les trouver et pour les extraire. Voilà pourquoi l'or a beaucoup de valeur. Une des raisons, et qu'il est inaltérable, etc., parce qu'il a d'autres qualités. Mais la valeur fondamentale, c'est qu'il est à peu près uniformément réparti, et il faut à peu près la même quantité de travail pour le trouver et pour l'extraire. Et donc, c'est ça la valeur de l'or. Ce qui fait la valeur de l'or, c'est justement sa rareté et le travail nécessaire pour le trouver et pour l'extraire. Alors, viennent ensuite Marx et surtout Engels dans la déclinaison. Mais déjà, Marx sur la première partie, donc lui, il s'appuie sur la loi de la valeur travail. Et puis il construit toute une théorie de la plus-value, c'est la théorie de la plus-value marxiste, et plus généralement, il fait tout un système cohérent en reliant justement les aspects sociaux, etc. Donc il fonde toute la théorie marxiste, mais on voit bien qu'il y a une articulation forte entre l'économique et justement le social, et les luttes de classe, etc. etc. Donc c'est très important, et ça repose sur la valeur travail et sur la théorie de la plus-value. Bon, je ne vais pas plus loin, parce que ça nous emmènerait très loin. Hein. Là, comme je l'ai dit, on n'est pas dans un cours, voilà. Donc là, il s'appuie là-dessus, et il dit une autre chose intéressante quand même. Pour eux, et surtout pour Engels quand même, semble-t-il, hein, ils pensent que la loi de la valeur travail est liée à la forme capitaliste de la société.
Et que dans une société communiste, donc qu'ils appellent de leur vœu, la valeur n'aurait plus aucun sens. On va voir ce que j'en pense après. Piero Sfara, qui est un économiste, un quasi-contemporain, démontre de son côté, donc ultérieurement, qu'il est possible de déterminer les prix de production selon les lois de la valeur travail. Donc c'est un économiste qui a fait beaucoup de travaux sur ce sujet-là, et donc il démontre, lui, que on peut déterminer effectivement les prix de production par la loi de la valeur travail. Donc ça consolide plus encore la loi valeur travail. Alors, moi je vais postuler une chose, fort de tout cela quand même, et nous allons quand même reconsolider, on va postuler le fait que la loi valeur travail s'applique par-delà les systèmes sociaux. Donc, qu'elle s'applique tout le temps. C'est-à-dire que ça veut dire que Marx a tort quand il dit que dans une société socialiste, il n'y aura plus besoin la notion de valeur n'existera plus. Bien, je pense qu'il a tort, au moins s'il l'affirme, parce que moi j'ai l'impression que c'est plus Engels qui le dit que Marx, mais enfin bref, peu importe. Parce que même dans une société socialiste, et c'était le cas des sociétés primitives, l'échange existe toujours. Et donc il y a forcément une valeur sociale à cet échange, même si la monnaie n'existe pas. Et la capacité donc de se faire avoir existe toujours. Et d'ailleurs, la valeur travail, c'est aussi le moyen pour le plan de se construire, justement, si on fait une comptabilité en heures de travail, justement. Donc, moi je pense qu'il a tort, et je pense que ça explique aussi une raison des échecs des socialistes, et d'une manière générale, les exemples les plus fréquents qu'on puisse voir, c'est au Venezuela par exemple, où ils pensent, ça y est, on a aboli le capitalisme, entre guillemets, et donc on peut faire ce qu'on veut, la loi de la valeur travail s'applique plus, etc. Et donc ils aboutissent souvent à de l'hyperinflation, ces gens-là, parce qu'ils croient qu'on pourrait créer de la monnaie, comme ça, c'est magique, comme dirait l'autre. Non. La loi de la valeur travail, je l'affirme, continue de s'appliquer. Elle n'est pas dépendante du capitalisme ou d'autres... elle était valable dans le cadre de la petite production marchande, elle est valable dans le capitalisme, et elle sera valable dans les sociétés qui suivront le capitalisme. Elle était valable de tout temps, à partir du moment où l'homme fait société, où il fait des échanges, et où et ces échanges de produits, donc des produits qui nécessitent du travail. Voilà ce que je postule et ce que je pose, et donc en contradiction avec le marxisme. Une autre chose, donc ça c'est une première chose, donc je pose la loi de la valeur travail comme s'appliquant au-delà des... Alors, la loi des valeurs travail, elle est très attaquée par les libéraux. Parce que, alors, et c'est là que c'est important de voir qui était Adam Smith, qui était Ricardo et tout ce courant de pensée. C'était des gens qui étaient installés dans le, je dirais, on a des problèmes de diffusion, visiblement. Est-ce qu'on n'a pas de... Ah non, c'est bon, ça a l'air d'avancer. C'est bon, on dirait que c'est reparti. De diffusion, visiblement. Ah non, ça y est, c'est reparti. Alors, excusez-moi, parce que j'ai changé, puisque sous ton problème, j'ai changé la modalité d'échange Internet. Donc, on a énormément d'attaques des libéraux sur cette loi de la valeur travail, même si elle a été élaborée par des gens qui faisaient partie du sérail, de la classe capitaliste, de la classe bourgeoise. Pourquoi cela? Parce qu'il est bien évident qu'elle a une dimension socialement explosive, puisque ça veut dire que tous les gens qui s'enrichissent, s'il n'y a que le travail qui est incorporé dans tous les produits, ça veut dire que tous les gens qui s'enrichissent sont juste des voleurs. Puisqu'ils s'approprient, c'est un peu ce que dit Marx, d'ailleurs, dans sa théorie de la plus-value, ils s'approprient en fait le surtravail, ce qu'il appelle le surtravail, et si la valeur intrinsèque des choses est liée au travail, ceux qui profitent du travail des autres, forcément, ça pose un gros problème de légitimité sociale. Donc, au niveau social, c'est explosif, cette loi. Et donc, même si elle vient du sérail, je dirais, elle n'est... Allez dans des cours d'économie, elle n'est jamais enseignée. Cette loi valeur travail n'est pas enseignée.
où elle est décrivisée, attaquée, etc. Ils disent même que Ricardo l'a contesté à la fin de sa vie et tout ça, ce qui est faux. Vous voyez? Donc, on la passe complètement sous silence et on dit, on ne parle que la loi de l'offre et de la valeur, mais qui est partie sur la partie échange. Hein. On ne parle pas de la valeur intrinsèque. Hein. Ouais, on a bien vu qu'il y a cette ambivalence des choses. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, c'est ce que dit un contemporain, hein, Jean-Marie Haribey, hein, qui lui est tout à fait vivant. Hein. Et le refus, alors je le cite voilà, grossièrement, hein, le refus de la valeur travail par la science économique officielle est destiné à masquer justement les rapports d'exploitation. Parce que si on légitime cette loi, on dit, bah attendez, c'est juste une spoliation permanente. C'est pourtant ce qui se passe, effectivement. Mais on n'en tire pas, moi j'en tire pas les mêmes conclusions que Marx, hein, puisqu'on a vu que le marxisme, justement, je pense qu'il a tort, et je pense que c'est vraiment un fondement important, c'est de croire justement que la valeur travail disparaît dans une société post-capitaliste, appelons-la comme ça. Bien non, elle ne disparaît pas du tout. C'est quelque chose qui est complètement, qui est transcendant à toutes les sociétés humaines. Alors, essayons justement d'affermir cette loi valeur-travail et de prouver sa validité. Il y a 3 preuves usuelles, dont la première est une preuve qu'on appelle analytique, et donc j'ai déjà parlé hein, de l'économiste Sfara tout à l'heure. La preuve analytique, c'est qu'on arrive toujours, si on décompose le coût de production d'un produit hein, ou d'un service, on retrouve toujours in fine que du travail. Si on décompose et on décompose, on va prendre par exemple un exemple, prenons un livre. Il a fallu 3 choses pour produire ce livre. Il a fallu, donc, évidemment, du travail, le travail de l'imprimeur et de l'auteur. Il a fallu des machines, hein, une presse, etc., pour imprimer le livre, pour le relier, etc. Puis il a fallu des matières premières. Hein, c'est typiquement ces 3 choses-là. Donc bah, déjà la première partie, le travail de l'imprimeur et de l'auteur, c'est du travail déjà. Donc là, c'est clair. Si on prend les machines, eh bien, il a fallu aussi du travail pour les fabriquer. Donc il a fallu des ingénieurs, des ouvriers, etc., qui mettent du travail, peut-être d'autres machines, mais là on revient ici, je dirais c'est un peu récursif, hein. On revient là, donc il a fallu du travail et des matières premières. Donc matières premières, bah, on va en parler. Pour avoir ces matières premières, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu du travail pour l'extraire, pour produire, pour raffiner, pour produire cette matière première, et peut-être qu'il a fallu des machines aussi. Et là, on retombe là, ici, sur les machines, et voilà. Et en remontant, en décomposant comme ça, donc là c'est schématique, mais si on décompose, sur les feuilles de l'arbre, on voit bien que c'est un arbre qui se construit, les feuilles de l'arbre, ce n'est que du travail. Donc ça c'est la preuve analytique que tout produit est forcément quelque chose qui vient du travail, qui a été fait par du travail. Donc ça c'est la première preuve de nature analytique, donc par le raisonnement. La deuxième preuve, c'est une preuve logique. Celle-là est un peu plus difficile à appréhender. Mais on va essayer de le faire de façon le plus simple possible. Comme la valeur d'échange, quand on échange, c'est un phénomène social d'échanger. Hein, c'est entre 2 personnes, entre 2 groupes de personnes, etc. C'est donc un phénomène social. La valeur d'échange, elle doit forcément faire abstraction de qualité, de caractéristiques physiques du produit. Puisque on va acheter des pommes pour pouvoir acheter après une brouette. Voilà. Donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, et on voit bien que ce n'est pas de la qualité physique des choses qui va faire que, par exemple, 1 kg d'or n'a pas la même valeur que 1 kg de lait. Donc on ne peut pas se baser sur une caractéristique physique du produit pour déterminer la valeur. Et on doit donc trouver dans une marchandise une qualité qui serait commune à toutes les marchandises, pour qu'on puisse échanger toutes les marchandises entre elles, mais qui ne soit pas de nature physique. Eh bien la seule
chose qui reste, qu'il y a, in fine, c'est toujours du travail, et parce que c'est du travail social, justement. Hein. En fait, ce que Marx appelle abstrait, mais l'échange est un phénomène social, pour le dire d'une façon logique, l'échange est un phénomène social, donc l'évaluation, la modalité de peser de cette valeur dans un phénomène social est forcément également de nature sociale. Voilà la preuve logique, exprimée de façon beaucoup plus simple, je dirais. Un phénomène social répond à un autre phénomène social. Sinon, vous mélangez des choux et des carottes. Donc ça, c'est la deuxième preuve logique. Et la troisième preuve usuelle utilisée, c'est la preuve qu'on appelle par l'absurde, et qui nous parle particulièrement peut-être aujourd'hui. Imaginons une société où tout serait automatisé à 100%. Il n'y aurait plus que des robots et tout serait automatisé à 100%. Totalement. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de travail humain si tout est automatisé. C'est-à-dire, pour tout ce qui est produit de biens et de services, il n'y a plus du tout de travail humain. C'est que des machines qui, de façon automatique, font les choses, se réparent elles-mêmes, se fabriquent elles-mêmes, etc. etc. C'est 100% automatisé. Imaginons qu'on arrive à une société comme ça. Donc le travail humain est totalement éliminé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la valeur va subsister? Est-ce qu'elle peut subsister dans une telle société? La notion de valeur, la notion de valeur d'échange. Non. Puisque à partir de ce moment-là, vous seriez dans une société où tout serait produit à discrétion, en abondance. Et ça serait disponible, il suffirait de vous adresser à une machine pour avoir à disposition tout ce dont vous avez besoin. Donc, quelque part, vous n'avez plus besoin d'échanger. Il n'y a plus ce besoin social d'échanger avec les autres des marchandises. Dès lors, plus personne non plus n'a besoin de travailler, il n'a plus besoin de revenus. Et par définition, il n'a plus besoin de travailler, il n'a plus besoin de revenus puisqu'il n'a plus rien à acheter. Donc, la valeur tombe d'elle-même. Dans une société à 100% automatisée, la notion de valeur disparaît. Et donc, ça montre bien que c'est bien le travail qui fait la valeur. S'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de valeur. Alors c'est un raisonnement par l'absurde, mais on va un peu vers une société comme ça. Hein. C'est une tendance de fond de l'humanité, on va dire. Alors, même si je pense qu'on n'est pas près d'y arriver quand même. Pas sûr que ça soit souhaitable en plus pour notre nature humaine. Alors, les lois, quelles sont quelques caractéristiques de la valeur travail? Donc, déjà, il faut bien se rendre compte d'une chose très importante, c'est que cette comptabilité en heures de travail a existé, mais dans les échanges, mais dans de très nombreuses sociétés ancestrales. Énormément de sociétés ancestrales, mais que ça soit en Europe, en Asie, en Afrique, il y a énormément de sociétés où, en fait, ils tenaient une comptabilité en heures de travail. Donc ça a déjà été un moyen d'échange, un moyen de comptabilité, une monnaie quelque part, qui a été extrêmement employée à travers, comme le disait tout à l'heure Adam Smith, à travers les temps et les lieux. Donc ça, c'est quand même, c'est très intéressant, quoi. Ça veut dire que c'est pas complètement déconnant, c'est quelque chose qui a existé, qui est dans la réalité, hein, et très concrètement. Où on échangeait, par exemple, un forgeron et un paysan s'échangeaient des heures de travail. Et le forgeron qui faisait le soc d'une charrue, par exemple, pour le paysan, eh bien pendant ce temps-là, pendant le même temps que le forgeron dépensait de temps pour fabriquer la charrue, eh bien ce temps-là, le paysan pour qui était la charrue, travaillait les champs du forgeron. Hein, c'était ce genre d'échange qui existait. Donc c'est assez intéressant. Et puis, alors une autre caractéristique, l'heure de travail a à la fois une valeur individuelle, donc c'est la peine que l'on va se donner pour produire quelque chose, mais elle a aussi une valeur sociale, puisqu'elle a une valeur d'échange, comme je disais, qui peut être directe ou indirecte par justement les personnes qui vont venir en soutien du travailleur qui produit l'objet vendu.
Autre caractéristique, la valeur est la quantité de travail socialement nécessaire pour produire un bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot-clé ici, on répète quelque part, mais qu'est-ce que ça veut dire cette quantité de travail socialement nécessaire? C'est-à-dire que ce n'est pas le temps d'un individu, mais c'est la moyenne des individus qui produisent ce genre de choses. Parce que si c'était la valeur de la personne, il suffirait que la personne elle mette beaucoup de temps pour fabriquer quelque chose, et puis pour l'échanger, du coup, cette chose aurait beaucoup de valeur. Quelque part, elle en a beaucoup, mais la personne en face dirait, non, moi je t'achète pas ton truc à toi, je vais le prendre à l'autre qui va me le vendre moins cher parce qu'il a mis moins de temps pour le fabriquer. Donc, c'est la valeur socialement nécessaire, c'est-à-dire c'est la moyenne des individus. Donc, celui qui a dépensé beaucoup de temps pour faire cette chose-là, eh bien, il en sera pour lui, pour son temps, parce qu'il aura mis trop de temps par rapport à ce qui est moyennement nécessaire. Donc ça, c'est très important. C'est sur la moyenne, sur la société. Deuxième chose, il y a également l'incorporation dans cette quantité de travail de ce qui a été nécessaire pour que la personne soit apte à produire ce produit. Il y a tout un savoir-faire, tout un élevage. Déjà, il faut que la personne elle soit née, qu'elle ait été éduquée, qu'elle ait été nourrie jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, qu'elle ait reçu la formation nécessaire pour savoir produire des pommes, pour savoir s'occuper des arbres, etc., ou savoir forger une charrue ou je ne sais quoi. Et donc tout ça, c'est du travail aussi qui est incorporé, donc qui est socialement incorporé dans l'individu qui est apte à fabriquer ce genre de choses. Hein. C'est vrai pour les ingénieurs qui fabriquent des logiciels, etc., etc. Donc ça, c'est une deuxième dimension du travail, de la quantité de travail socialement nécessaire. Et la troisième chose, très importante également, il faut que ça réponde à un besoin. C'est-à-dire que si vous produisez quelque chose, mais que ça n'intéresse personne, eh bien, vous avez produit quelque chose qui n'a pas de valeur d'échange, qui n'a pas de valeur sociale. Donc il faut que ça soit socialement nécessaire. C'est trois caractéristiques importantes pour que ça ait une valeur, qui sont incorporées en fait dans la quantité de travail socialement nécessaire. Alors, on en arrive maintenant à une chose très importante qui est la puissance de la finance. Parce que toute cette question, tout ce travail sur la monnaie, pourquoi est-ce que j'ai présenté tout ça et pourquoi cette notion de la valeur travail, c'est qu'en fait, on voit bien que la finance a une puissance très importante. Hein. C'est quelque chose que nous pressentons tous, la capacité déjà de corruption, hein, aussi bien des politiques, des médias, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous en êtes tous conscients. Ça aussi, la capacité de financer des groupes déstabilisateurs, hein, c'est-à-dire qu'on va financer soit des armes, soit donner des moyens pour si on est dans un pays où on aurait dépassé ce stade-là, eh bien pour déstabiliser ce pays, pour qu'il revienne dans le système, qu'il soit bien gentil, ce qu'on appelle tous ces mécanismes de sanctions, etc., etc. Hein. C'est pas innocent tout ça, hein. C'est l'expression de ça. Donc ça, c'est aussi une puissance importante de la finance. Puis il y a aussi une capacité de chantage. La capacité de chantage qu'on a pu mesurer, ça peut être par le refus d'ouverture de compte. Hein, on voit bien, par exemple, le Rassemblement national, il n'y a aucune banque française qui ouvre des lignes de crédit ou peut-être même qui ouvre un compte en leur nom. Et voilà, où on coupe les robinets du crédit. Et ça a été notamment le cas, par exemple, pour la Grèce, où s'ils ne passaient pas sur les fouches codines imposées par l'Union européenne, par la Banque centrale européenne et par le FMI, on leur coupait le robinet du crédit, et ça voulait dire quoi à très court terme? Ça voulait dire que les fonctionnaires, à la fin du mois, n'étaient pas payés, que tous les gens qui touchaient le chômage ne recevaient pas leur argent, que tous les handicapés ne recevaient pas leur pension, etc., que tous les retraités ne touchaient pas leur retraite, etc. C'est ça que ça veut dire très concrètement, et à très court terme. Hein. C'est de ça dont a été menacée la Grèce. Donc, rendez-vous bien compte que la puissance de la finance, elle est très importante, et vouloir faire un projet politique sans en avoir
une petite idée de comment on va adresser cette question-là, c'est juste illusoire, quoi. Et c'est juste ouvrir la porte à plein de problèmes. Donc ça nécessite vraiment d'avoir réfléchi, de penser à avoir une alternative. Et c'est là que prend toute la puissance et tout l'intérêt, justement, de comment le contourner. Justement, la loi de la valeur travail, qui est la valeur intrinsèque, la valeur propre, la valeur profonde des choses, des biens et des services, est très importante. Sachant qu'elle est impossible pour la finance de suivre sur ce terrain. Parce que si on prend... eux, justement, ils jouent sur cette décorrélation entre la monnaie et la vraie valeur, entre un écart, justement, entre la monnaie et la vraie valeur des choses pour s'enrichir. Donc, c'est tout à fait fondamental. Ils ne peuvent pas suivre sur ce terrain-là. Vous voyez, ça, c'est très important. Donc, on a une décorrélation, une déconnexion entre la valeur réelle et la valeur d'échange, qui est la source du profit. Et c'est pour ça que les capitalistes, comme on dit, ils accumulent le capital, c'est grâce à ça, justement, à cette décorrélation entre la valeur réelle et la valeur d'échange. Si ils vendaient à la valeur réelle, ce qu'ils appellent prix coûtant, quand on dit prix coûtant, ça veut dire qu'ils ne gagnent rien, c'est simplement ça. Prix coûtant, c'est la valeur réelle. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une monnaie dont l'étalon est l'heure de travail non qualifiée. C'est ça l'idée. On a bien vu qu'il y avait l'étalon or, etc. On essaye toujours de s'adosser justement à d'autres valeurs. On essaye d'adosser à une autre valeur. Eh bien, la valeur ultime, si on a la loi valeur-travail, qui est la vraie valeur fondamentale de tout ce qui est produit par l'humanité, par les humains, eh bien, c'est l'étalon ultime. C'est l'étalon absolu. Et donc, si on a une monnaie qui est adossée à l'heure de travail non qualifiée, donc qui est l'unité la plus basse, je dirais, eh bien, à partir de là, la finance ne peut pas nous suivre là-dessus. Et donc, c'est intéressant de développer une monnaie parallèle par rapport à l'euro, typiquement, qu'il faudra commencer à mettre en circulation, effectivement, pour contrer ça, et qui a une vraie valeur. Et qui a même une vraie valeur dans les échanges internationaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a un vrai étalon fondamental. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, bon, j'ai fait une présentation là, moi je ne suis pas économiste, bon, j'ai quelques notions évidemment, mais cette idée, cette mise en œuvre, c'est ce qu'avait un petit peu, c'était les mini-bots italiens dont ils pensaient mettre en place à un moment donné, face justement à la menace de la Banque Centrale Européenne de fermer les robinets du crédit, etc. Ils pensaient mettre ça en place. C'est effectivement quelque chose qui sera important de mettre en place si on veut avoir une république avec une constitution renouvelée. Je pense que ça fait partie aussi des choses que les gens qui réclament une constituante négligent, je dirais. La vie politique continue. C'est pas parce que vous allez mettre en place une constituante que on continue de gérer les affaires courantes et que les oligarques vont laisser les choses comme ça. Non, ils vont attaquer très rapidement. Ils vont pas laisser le travail de la constituante se mettre en place. Si vous n'avez pas un leader qui est déjà en place et qui a déjà anticipé tout ça et qui sait ce qu'il faut faire pour justement le contrer, même en le faisant, ça va pas être facile, mais ça n'a aucune chance. Ça n'a aucune chance. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que toutes ces histoires d'assemblée constituante, de reconstituante, c'est très gentil, moi je suis pour, je suis à 100% pour, j'ai rien contre, je critique pas ça. Je dis simplement que dans la réalité, ça peut pas marcher, c'est tout. Et ça, c'est une des raisons. Une raison forte quand même. Donc, parallèlement à ça, j'appelle aussi les économistes, je l'ai fait déjà dans le manifeste idéologique, et je renouvelle cet appel à des économistes à se saisir de cette question parce qu'elle est très importante pour justement rendre possible une nouvelle politique et un rebond civilisationnel qui va avec. Alors, quelques références et quelques liens utiles autour de ça. Donc, il y a Christophe Magnodex qui est dans la mouvance des citoyens actifs. Donc il y a sa page Facebook, et puis il a créé également la banque citoyenne.org, la BCF,
la Banque citoyenne de France. Voilà. Et c'est aussi toutes les initiatives autour des monnaies alternatives et tout ça. Hein. C'est déjà des embryons de ça. Donc ça, c'est important. On pourra peut-être s'appuyer justement sur la June, je crois, ou la Jute, je sais plus, et d'autres monnaies comme ça, bon, qui sont pour l'instant assez locales, mais évidemment qui sont appelées à se développer. Ça pourrait s'adosser à ça. Voilà. Mais l'étalon final, ultime, c'est l'heure de travail non qualifiée. Ça, c'est clair. Si vous voulez aller plus loin, sur le Wikipédia, il y a un article de Wikipédia justement sur la loi valeur-travail. Et puis, il y a Ernest Mandel, donc, qui est un trotskiste historique, je dirais, hein, qui est décédé maintenant, ça fait quand même bien une vingtaine d'années facilement. Donc qui était un économiste trotskiste à l'époque où le trotskisme avait été encore, je dirais, n'avait pas échoué dans sa mission historique. Et donc voilà, donc il y a initiation à la théorie marxiste. Donc ça, c'est vraiment un livre facile à lire, donc où vous allez retrouver un certain nombre de choses dont j'ai parlé là ce soir. Bon, parce que c'est surtout les marxistes justement qui parlent de la loi valeur-travail aujourd'hui, puisqu'on a bien vu qu'elle était complètement occultée, elle n'est pas enseignée du tout. Alors que c'est des économistes majeurs du XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui ont travaillé sur ces sujets. Vous vous rendez compte? C'est grave, quoi. Enfin, donc, il n'y a que là où vous allez trouver, il n'y a quasiment que sur des gens voilà, comme ça, d'origine marxiste, où vous allez trouver une explication de la loi valeur-travail. Donc ça, c'est initiation à la théorie marxiste, économique marxiste. Bon, voilà, vous allez trouver des éléments et des illustrations. Si vous voulez aller plus loin, et montrer justement, là il montre dans le traité d'économie marxiste, donc qui est un ouvrage en 4 volumes, hein, donc voilà, ça c'est le volume 4, dont il parle aussi de la valeur travail dedans, hein, sur l'élaboration, comment c'est venu, mais sur les sociétés ancestrales, sur comment elles fonctionnaient, justement, et que la valeur d'échange c'était le travail, ça c'est dans le tome 1 notamment, et ça c'est vraiment... ça montre bien l'histoire. Quand on remonte l'histoire, on voit bien, on arrive sur le fond des choses et sur la réalité des choses. Hein, parce qu'on voit comment elles ont émergé. Comme on parlait de l'or la semaine dernière, eh bien là, sur le travail, que c'est la vraie valeur, c'est très bien illustré dans les sociétés ancestrales. Et ça montre que l'heure de travail était vraiment une monnaie, mais très enfin une monnaie entre guillemets, mais une valeur d'échange, un moyen d'échanger très utilisé par-delà les lieux et les époques. Donc ça par contre, traité d'économie marxiste, vous aurez beaucoup de mal à le trouver. Là je vais mettre un lien pour initiation à la théorie marxiste, c'est un petit livre, hein, il fait une 50aine de pages, même pas, et ça se lit très bien, donc ça c'est vraiment sympathique à lire. Traité d'économie marxiste, c'est... bon, moi j'ai lu ça il y a très longtemps. J'aimerais bien le relire parce que j'en ai relu quelques pages aujourd'hui en préparant cette émission et c'est vraiment un régal de lire ça. En résumé, très simple, la loi valeur-travail exprime la valeur sociale sous-jacente des objets et des services. Point. La somme de tout travail nécessaire pour produire une chose est sa juste valeur. Hein, voilà. C'est une autre façon de le dire. Et ce qui est proposé, alors, la somme de tout travail, c'est-à-dire le travail direct et indirect, hein, c'est ce qui est dit surtout dans cette deuxième phrase. Et ce qui est proposé, c'est un nouvel étalon de valeur. C'est justement l'heure de travail non qualifiée qui est l'étalon ultime. Et de baser justement notre transition vers une nouvelle république, vers une nouvelle constitution, sur ça, en l'adossant là-dessus, pour sécuriser la trajectoire. Alors, la prochaine fois à déterminer, puisque, évidemment, vous avez compris, il y a la tournée en France qui va démarrer,
et donc je vais pas mal être occupé, vous en doutez bien. Bon, il y en a déjà beaucoup de vidéos sur le site, etc. Là, on a quelque chose d'assez déjà fourni. Je pense que le gros du travail est fait, je dirais, sur ces aspects-là. Donc la prochaine, probablement pas d'émission la semaine prochaine. Je vous rappelle les mini-cartes à diffuser autour de vous. Bien, ça sera disponible si vous voulez nous rencontrer. Vous pourrez acheter les manifestes, les mini-cartes, etc. Tout ça, c'est disponible et vous pourrez en diffuser autour de vous. C'est évidemment très important puisque c'est le moyen de faire connaître cette initiative pour nous faire échapper à la barbarie. Donc c'est important de les commander, de les diffuser autour de vous, voilà, vous envoyez le règlement, pour 100 cartes, vous touchez 100 personnes autour de vous, pour 6,64 €, vous pouvez faire ça pour vos enfants et vos petits-enfants, je crois quand même. Il me semble que ça vaut la peine. Alors, le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, vive la première démocratie, vive la 6e République, vive la France, évidemment. Reprenons espoir. Oui, on peut reprendre espoir, mais les choses ne se feront pas tout seuls. Donc, je vous invite à l'action, à venir nous voir et à commander Émergence, les mini-cartes. Je vous donne rendez-vous vendredi. J'espère qu'on aura une chronique des barbaries. Ce n'est pas certain, hein, puisque, comme je vous dis, je suis assez occupé. Donc, vous verrez, s'il n'y a pas d'annonce, c'est qu'il n'y aura pas de numéro. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Cette émission, je pense, a été un petit peu longue. Ah ben non, ça va. J'avais peur de dépasser 1 heure, mais non, ça ne dépasse pas 1 heure. Bon, le sujet était dense, hein, mais très important et fondamental. Donc, je pense que ça valait la peine de consacrer 2 émissions et une émission entière sur ces sujets aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être en contact, en physique, en vrai, parce que la vie, c'est ça. Au revoir.